Du coup, on va avoir des questions sur un petit peu si on a déjà l'introduction a été comprise ou pas, ou si vous avez des questions. On peut faire l'information soit sur les questions précises, soit expliquer totalement. Alors, l'idée, dans un premier temps, c'est que vous donniez un petit peu votre nom et ce que vous faites pour atteindre à vous connaître. Et dans un second temps, de répondre à la question qui a été posée, c'est à quel niveau de contribuer, comme vous avez montré, quand vous êtes un enseignant, au cours de la réflexion sur un projet avec la qu'est-ce qu'on en attend et quels sont ceux qu'on a envie de poser ou professionnels. Et que dans ce groupe, il y a une personne qui rapporte à l'ensemble du groupe ce que vous avez déterminé comme Est-ce qu'il faudrait quitter la salle ou quitter le groupe pour revenir en grand groupe? Quitter le groupe. Quitter le groupe? Ouais. Mais je vais envoyer un message avant. J'envoie un message, ils vont recevoir un message. Dans une minute, le groupe se terminera et ça viendra dans la grande salle. J'ai envoyé un petit message, j'ai dit dans 5 minutes. C'est bon? Ouais, dans 5 minutes, je pense que c'est bien. C'est bien? On est sur un groupe là où ils viennent juste de finir de se présenter. J'ai envoyé un message dans 5 minutes, on termine. Là, dans 5 minutes. Ouais, à 25. Tu sais, c'est que moi, j'ai chef de gare, moi, je suis chef de gare. On va pas te dire un nom pour poser tes espèces de trucs. Hein, je sais pas comment faire. Hein? On m'aurait dit.
Il fallait animer des séances comme ça. J'aurais pas cru. Pas cru. Ça, c'était ma feuille, recto verso, qu'on a tiré. Non, c'était une fois. Non, parce que toi, tu n'as pas fait du recto verso. Moi, j'en avais une recto verso. Oui, madame. Okay. J'aurais fait 5 ans. Les groupes sont respectés là. Oui. Ok. Oui, donc après, Après, ça rentre tout seul. il n'y a plus rien à. Après, je les remets en groupe et puis voilà. Ouais, mais on garde les mêmes. Bah oui. Cool. Céline, elle est partie au CAC, elle. Je n'ai pas compris pourquoi le top 4, mais je pense que c'est l'équipe du 4 Canim, donc il préférait être. Donc elle a raison, parce que pour notre fibre, c'est mieux de partager quand même. L'Urage, j'ai pensé à toi, mais l'Urage, c'est un poste à 28 € année, donc pas tellement payé. Il cherche un animateur sur le nord Nouvelle-Aquitaine, l'Urage. Il y a une offre d'emploi. C'est un bon réseau, l'Urage, c'est plutôt chouette, tu vois. Ça peut être sympa d'y aller, ouais. Et je te vais te l'envoyer. C'est 28 000 € brut, ils mettent 28 000 € brut, 28 000 € brut, avec une division. On nous enregistre pas, là. Non, trop peu. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, merci. Oui, on vous entend. Est-ce que tout le monde est revenu du coup? Ouais. Super. Alors, ce premier petit temps n'a peut-être pas. Ah, quelqu'un essaie de dire quelque chose? Alors, du coup, ce premier petit temps devait essayer d'apprendre à vous connaître en plus petits groupes dans un premier temps pour favoriser un petit peu la libre expression de tout le monde. Et maintenant, on va proposer aux différentes personnes qui se sont proposées pour être rapporteurs de nous dire un petit peu qu'est-ce que vous avez pu répondre, à quoi vous avez pu, quelles questions vous vous êtes posées autour de cette première question qui était donc à quel moment je veux contribuer quand je participe à ce type de projet. Alors, qui souhaite commencer du coup? Je vais me lancer. Super. Alors, nous, De répartir vos réponses en fait dans différents items. On a créé une fleur que vous devez normalement tous voir à l'écran. oui. Et donc, on va essayer de répartir par famille les réponses que vous allez nous donner. D'accord. Voilà.
On vous écoute. Nous, le premier point qui est sorti, c'est vivre dans un monde épanoui et actif. J'attends que vous finissiez d'écrire pour... Ah, je viens de vérifier. Non, vous pouvez y aller, allez-y. D'accord. Dans un monde épanoui et actif, qui prennent en main leur environnement quotidien et qui ont le sentiment, enfin, qu'ils ont le sentiment qu'ils peuvent agir sur leur environnement social. Si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai noté. Si on le note en se disant sentiment de pouvoir agir sur leur environnement, est-ce que cela convient à l'ensemble du groupe qui a émis cette idée? Bah, je pense que oui, c'était Pierre-Jean qui l'a... C'est l'idée? Merci Pierre-Jean. C'est l'idée du groupe. Super, super. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Oui, il y a eu aussi l'objectif d'avoir d'avoir de la bienveillance et moins de jugement. D'accord. Donc, un environnement bienveillant et... D'accord. Puis, il y a eu un travail avec les familles qui font, en fait, c'est faire participer les familles à plusieurs activités, des sorties, tout ça. Super. Il reste juste un dernier point. Le dernier point, c'est considérer la personne dès son plus jeune âge. C'est lui donner sa place selon les âges et selon le public, sans jugement, et faire grandir chacune des personnes qu'on accueille au centre, enfin qu'on accueille. Super. Est-ce que tu veux bien reprendre juste le tout début de la phrase? Depuis le début de la phrase, la dernière? La dernière, oui. Alors, c'est de considérer la personne dès son plus jeune âge. Ok. Considérer la personne dans son plus jeune âge. Ça marche. Après, c'est bon? Le reste? Donc ça, c'est les grands axes que vous avez déterminés en petits groupes. Oui. Ce qu'on vous propose, c'est que quelqu'un dans notre groupe puisse prendre la suite en se disant que si il a émis les mêmes idées, il peut nous en faire part. On le mettra en gras pour les choses qui ont été dites à plusieurs reprises et qui veulent dire que ça fait sens à tout le monde. Et puis ajouter les éléments qui n'auraient pas été dites sur votre groupe. C'est OK pour vous? Allez, c'est parti. Qui souhaite prendre la suite? Quel groupe? Moi, je veux bien. Merci. Par contre, je ne sais plus dans quel salon j'étais. Je crois que c'était Freinet, je ne suis pas sûr. OK. Du coup, nous, on s'est rendu compte que tout le monde n'avait pas forcément les mêmes connaissances vis-à-vis du projet émancipateur. Mais on s'est quand même mis d'accord sur le fait que c'était un principe qui permettait d'accéder justement à la citoyenneté par le biais du pouvoir d'agir. Donc, l'objectif, c'est de construire des adultes responsables et autonomes en s'appuyant sur des valeurs comme le respect ou encore l'égalité l'égalité entre adultes et enfants. Ça rejoint un peu le fait de considérer la personne dès son plus jeune âge. Pardon. Plutôt quelque chose autour de l'enfant. J'ai pas du tout entendu, je suis désolé. Du coup, autour de l'enfant. Pour vous, le sens, il est surtout sur la question de l'enfant. Oui, et de la construction justement d'adultes responsables, autonomes. OK, ça marche. Donc, OK. Ça roule. Super. Merci, Louis. Est-ce que quelqu'un peut prendre la suite, du coup? Oui. Oui. On vous écoute. Je ne sais pas si on m'entend. Ouais, on vous entend très bien. D'accord. Alors, on a évoqué leur permettre d'avoir une prise de décision sur les choix faits au centre de loisirs par rapport à l'enfant.
Mhm. Leur faire comprendre que chaque choix a une conséquence et les accompagner à être autonomes dans la prise de décision. Ok. Ensuite, on a parlé de co-construction. Leur faire comprendre à travers ça que c'est des personnes à part entière et qu'un enfant est autant citoyen qu'un adulte. Et que son avis compte. Ça. On s'entend pas, je crois. Est-ce que c'était tout pour vous? Ouais, Oui. super. Merci beaucoup. Normalement, il va nous rester 2 groupes. Moi, je peux prendre la suite si possible. Super. Ok. Alors, nous, on avait dit que tout le monde, tout le monde, je l'entendais comme adulte et enfant, soit sur le même pied d'égalité. Ok. On avait parlé de l'autonomie pour les petits et les grands, que les adultes soutiennent, accompagnent, donc qui sont là pour aider, mais pas pour faire à la place des autres. Super. Ok. Ok. On avait mis favoriser la créativité. Contribuer à faire grandir. Ça revient un petit peu à l'idée d'avant, mais. C'est très bien. C'est bon signe. Et puis chaque personne participe activement au bien-être collectif. Chaque personne, on entend quoi? Les professionnels, les enfants, la famille, tous les acteurs? Tous les acteurs, moi je pensais tous les acteurs. Ça marche. Super. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Des rapporteurs ou des rapporteuses? Oui, Angela, on vous écoute. Ah non, c'était pas un lever de main. Pardon. Est-ce qu'il reste des personnes qui... Non? Ok. L'idée du deuxième atelier, ça va être cette fois-ci de partir de vidéos qu'on va vous diffuser. Pour ceux qui étaient là en avance, vous nous avez vu un petit peu essayer de les mettre et de faire marcher le son. Alors, attends, je repasse sur mon écran. Du coup, l'idée de ces vidéos, c'est de vous faire réfléchir plutôt au sens du projet, mais le sens du projet à partir de grands pédagogues. Donc, on a sélectionné des vidéos qui viennent de la chaîne Educate, pour ceux qui connaissent. C'est une chaîne YouTube qui fait de la vulgarisation de grande pédagogie. Et donc, on va vous passer 2 vidéos à la suite. Une vidéo qui concerne plutôt Freinet et une vidéo qui concerne Montessori. Et donc, l'idée, c'est de regarder ces vidéos en grand groupe, puis de repartir en petits groupes, de redésigner un nouveau rapporteur ou une nouvelle rapportrice. Et donc, dans les échanges, là, on va vous demander d'essayer de remarquer soit ce que vous pouvez déjà mettre en lien avec les pratiques d'animation de tous les jours, soit des choses qui vous font réfléchir, des choses que vous auriez envie de mettre en place au sein des accueils de loisirs de votre structure. Concrètement, à l'Ecolab, on a réfléchi à un premier temps à un petit peu vulgariser ce qu'on fait et le mettre en face de ce qu'on aimerait véritablement, ce sur quoi on aimerait arriver. D'accord? Au fur et à mesure, on va alimenter avec tout ce que disait Valentin et voir un petit peu si la fleur évolue, s'il y a des choses qui s'effacent, s'il y a des choses qui se rajoutent. Et en fait, c'est un petit peu comme ça qu'on construit les ateliers aussi, dits un petit peu démocratiques dans les accueils de loisirs pour faire émerger les idées des enfants, les choix des enfants, les projets des enfants. Ça va pour vous? Oui. Ouais? Super. On va partir sur les vidéos. On vous invite à regarder ça. Au XXe siècle, un Français a lancé de fameuses pistes éducatives. Voyons comment a évolué la pédagogie Freinet.
Freinet participe à la Première Guerre mondiale où il est blessé par balle au poumon, ce qui va laisser des séquelles. C'est cool qu'il soit pas mort. Après sa convalescence, il aura un poste d'instituteur et entre sa condition physique qui lui permet pas de faire du magistral et son intérêt pour l'éducation, il va repenser l'école. C'est pas la classe, ça? Faut comprendre qu'avec l'horreur de la guerre et la soumission aveugle à une hiérarchie militaire, il cherchera à développer une pédagogie à l'opposé de ce qu'il a subi. On peut comprendre. En plus de sa réflexion pédagogique qui va nourrir à travers des rencontres, notamment dans le milieu de l'éducation nouvelle, il sera aussi militant syndical et politique notamment. Avec la montée de l'extrême droite, Freinet quitte l'éducation nationale et il est déporté pendant la Seconde Guerre mondiale dont il pourra heureusement revenir vivant. Le mouvement va repartir de plus belle en 1947 avec la création de l'ICEM, Institut coopératif de l'école moderne, encore bien actif aujourd'hui. On peut attribuer à Freinet un certain nombre de pratiques intéressantes en classe, comme par exemple l'imprimerie. C'est pas Gutenberg, ça? Dans la classe, on a dit. Bref, qu'est-ce que l'imprimerie a de révolutionnaire, vous me direz? C'est qu'avec elle vient l'expression libre. L'expression libre? L'enfant écrit sans aucune contrainte, ce qui est un pas important vers l'émancipation. C'est essentiel pour Freinet. Les textes sont ensuite imprimés et distribués au reste de la classe pour que chacun puisse juger et critiquer. Les imprimés peuvent ensuite être assemblés sous forme de journal. Et cette innovation nous mène d'ailleurs vers une autre nouveauté. En effet, le journal est expédié à d'autres écoles, ce qui illustre le principe aujourd'hui assez répandu des correspondances scolaires. Les classes Freinet sont constituées en micro-sociétés, c'est-à-dire qu'elles établissent leurs règles et créent une culture commune. Ils font ça comment? Il y a plusieurs instances, comme par exemple les conseils de classe, où les enfants vont pouvoir faire le point sur des choses liées à la classe et faire évoluer les règles. Comment ça? L'aspect démocratique est présent, les règles sont votées collectivement et les problèmes qui ressortent sont rapidement débattus. Au moins, ils règlent les trucs. Enfin, les maîtres et les élèves sont citoyens scolaires, ce qui amène certains droits et certains devoirs communs. Le travail des élèves sert à la construction de cette culture commune puisque de nombreuses traces sont gardées. Par exemple, des cahiers de classe seront réalisés et des dessins ou des sculptures peuvent être affichés. On observe finalement une production des savoirs coopérative et les élèves sont institués comme auteurs-créateurs. Une idée de base de cette pédagogie est que tout enfant peut apprendre pour peu que le milieu favorise ses apprentissages. Et ces classes sont avant tout tournées vers l'apprentissage par le travail. Ça a le mérite d'être clair. Si l'aspect ludique est moins présent que dans d'autres pédagogies, ici l'élève est responsabilisé par rapport aux apprentissages face auxquels il va jouer plusieurs rôles. Ouais, c'est-à-dire? Il pourra être chercheur, créateur, conférencier, auditeur, critique, discutant, aide, etc. Toujours dans l'idée d'apprendre à travers la diversité. Plutôt sympa. Un autre point essentiel qui est pris en compte, c'est que l'élève apprendra mieux s'il se sent en confiance et en sécurité. D'où l'intérêt d'avoir un cadre qui limite la violence. Ça fera pas de mal à l'école. Enfin, ce qui pousse ces enfants, c'est le désir de travailler qui vient de la pratique sociale. L'atmosphère de coopération avec un suivi individuel. Bien sûr, l'implication active de l'élève est importante, comme dans beaucoup de pédagogies alternatives, c'est en faisant que l'élève apprend, mais pas que. À travers des situations de préparation à l'action ou des discussions collectives par exemple, la pédagogie Freinet permet une distance réflexive par rapport au faire. D'autre part, l'idée qu'il y a différents chemins pour arriver à un même objectif est mise de l'avant. La créativité et l'expérimentation d'autres façons de penser sont donc encouragées. Enfin, le fait de garder des traces des productions permet à l'enfant de situer ses apprentissages dans un contexte. Les exigences vis-à-vis du maître sont assez fortes. En effet, il doit représenter un modèle d'adulte à la fois dans sa relation avec les élèves et dans sa relation avec les parents. Eh ben, c'est chaud, hein. Bon, si c'est reconnu que des élèves différents vont avoir des rythmes d'apprentissage et des façons d'apprendre différentes, ben le maître doit s'adapter à chacun. Pas toujours facile, hein. Même si le maître a plus de pouvoir que les élèves à cause de ses responsabilités, il y a des moyens de limiter les abus. Ouais, du genre. Ben, le rôle de l'enseignant est quand même contrôlé par les différents conseils où il peut être remis en question et à travers ses discussions avec d'autres praticiens Freinet. Le maître est une aide pour l'enfant à titre individuel et il est aussi le garant de la construction de la micro-société avec son fonctionnement démocratique. C'est enfin lui qui va veiller au respect des règles communément établies. Si c'est vrai qu'il existe des formations menées par les groupes départementaux de l'ICEM, j'ai l'impression que c'est même pas le plus important. Comment ça? Eh ben l'école moderne, c'est à la fois un esprit et un ensemble de techniques et d'outils. C'est en incarnant cet esprit de coopération qu'une bonne partie de la formation se fait. C'est toujours pas clair ton truc. Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà tout un réseau de soutien et d'échange qui est en place. Qui veut débuter aura de l'aide pour mettre en pratique certaines techniques. Si seulement il y avait ce soutien partout. Et cette coopération à large échelle avec cette remise en question perpétuelle amène le mouvement Freinet à évoluer tout en gardant ses bases solides. On l'aura compris, la formation pour suivre le mouvement de Freinet et de l'école moderne consiste avant tout en une auto-formation. C'est à travers des lectures qu'on peut se familiariser et à travers une pratique qu'on peut expérimenter. Mais bien sûr, le point essentiel est la co-formation, le soutien des autres personnes du mouvement qui motivent, critiquent, suggèrent et réagissent.
Ce dont je vais parler fait surtout référence à une étude réalisée pendant 5 années dans une école d'un milieu particulièrement difficile par toute une équipe freinée. Ça devait être quelque chose. Ils ont notamment pu remarquer une diminution de la violence ainsi qu'un plus grand sentiment de justice des élèves, en parallèle d'une augmentation des résultats scolaires. C'est un sacrément bon début. Un autre truc super chouette révélé par l'étude, c'est que ces élèves tendaient à avoir un regard plus positif vis-à-vis de l'école, de l'apprentissage et des savoirs en général. En plus de ça, des effets positifs ont été perçus pour l'équipe enseignante qui s'est serré les coudes, et ça aurait peut-être même créé une stimulation pour les écoles alentours. Une amélioration a été notée vis-à-vis de certains parents aussi, qui se seraient plus intéressés à l'éducation, et il semblerait que contrairement à une certaine crainte, le passage au secondaire se passe assez bien. Alors pour une étude prise dans un contexte bien particulier, c'est évident qu'on peut se demander dans quelle mesure ça s'appliquerait ailleurs. Et je pense qu'on doit le faire. En tout cas, des pratiques issues de la pédagogie freinée ont fait leurs preuves, et on en retrouve même certaines dans le système traditionnel. Plusieurs questions et limites se posent par rapport à ce modèle. Est-ce que c'est trop scolaire ou pas assez? Je vous conseille d'essayer par vous-même ou d'aller voir ces écoles, c'est toujours intéressant. Et une fois de plus, merci d'avoir regardé. Si vous voulez ajouter des choses ou simplement témoigner, faites-le dans les commentaires s'il vous plaît. Et comme Donc voilà pour la première vidéo qui concerne freiner. Du coup, je rappelle juste un peu la consigne. L'idée, c'est de repérer des choses soit avec les liens qui sont déjà dans nos pratiques, de pouvoir les repartager en groupe et ensuite en groupe. Et donc, la deuxième vidéo, ça va être sur Montessori. Et il y a cette même consigne de repérer soit des choses qu'on fait déjà, soit des choses qui un peu nous inspirent, où on se dit, tiens, ça, je pourrais peut-être essayer de le reprendre pour le mettre en place dans moi, ma pratique d'animation, dans mon accueil de loisirs. Voilà, on vous envoie la deuxième vidéo. plus connu, voyons ce qui se cache derrière les approches dites Montessori. Faut savoir que Maria Montessori, en plus d'être la première femme médecin en Italie en 1896, a aussi été diplômée en philosophie et en psychologie. Vraiment badass. Elle a travaillé avec des enfants dits débiles mentaux, les joies des termes subtils de l'époque. Auprès d'eux, elle a développé sa pédagogie avec succès, puis elle a décidé de l'étendre à tout type d'enfants. Donc c'est pas juste pour ceux qui ont des difficultés, ni pour une élite plutôt issue de familles riches. Si ça peut aider tout le monde. Le matériel et la méthode qu'elle a développée par une approche scientifique ont été exportés aux États-Unis notamment. Great success. C'est aussi une pionnière du mouvement de l'éducation nouvelle, aux côtés de Freinet par exemple. Si pendant la première moitié du XXe siècle, sa méthode s'est un peu éteinte à la sortie de la guerre et par la suite, la pédagogie Montessori s'est diffusée à grande échelle et a été adaptée dans de nombreux pays comme au Japon ou en Turquie. On compte aujourd'hui plus de 20 000 écoles d'inspiration Montessori dans le monde. Initialement prévue pour de tout jeunes enfants, la pédagogie Montessori a été étendue à tous les âges scolaires. D'après ses observations et ses expériences, elle a conclu que l'environnement dans lequel se développent les enfants est super important, grâce à l'esprit absorbant leur permettant de s'adapter à l'environnement selon les périodes sensibles. D'où l'intérêt de leur fournir un environnement qui soit beau, ordonné, où les choses sont accessibles, tout en restant sécuritaire. Et ça suffit ? Non, bien sûr, mais l'environnement favorise une pédagogie de l'autonomie, les enfants sont amenés à apprendre par eux-mêmes et le matériel joue un rôle. On détaillera tout ça plus loin. La collaboration est aussi mise de l'avant, notamment grâce au mélange des âges. 3 à 6 ans ensemble, 6 à 9 ans ensemble, 9 à 12 ans ensemble, bref, des groupes de 3 ans d'intervalle. Les jeunes observent et sont inspirés par les plus vieux, tandis que ceux-ci vont venir en aide aux plus jeunes et perfectionner leurs connaissances en le faisant. Retenons aussi qu'elle voulait fournir aux enfants une réelle base d'éducation scientifique. Notamment, les enfants ont la possibilité d'expérimenter toutes sortes de choses à travers leur environnement. La répétition est un élément important de l'apprentissage et ils ont l'occasion de revenir sur le même jeu encore et encore s'ils pensent avoir quelque chose à en tirer. Du matériel spécifique a été conçu avec la méthode Montessori et un de ses objectifs principaux était le développement sensoriel. Comment ça marche ? Déjà, il est fait pour que l'enfant se concentre sur un seul aspect de la réalité à percevoir. Par exemple,
Pour distinguer les sons, il va pouvoir écouter puis réécouter une sorte de son spécifique. Ça suffit? C'est pas tout. D'une part, le matériel est prévu pour que l'enfant apprenne de manière systématique, c'est-à-dire qu'il va suivre un cheminement précis. D'autre part, point essentiel, le matériel doit permettre à l'enfant de se rendre compte lui-même de son erreur et lui donner les moyens de la corriger. Mieux que d'avoir une note, non? Enfin, si ce matériel n'est pas obligatoire, Maria Montessori mentionne l'importance d'avoir des outils adaptés à la taille de l'enfant plutôt que des faux. Comme ça, l'enfant peut jouer à reproduire ce qu'il voit en vrai. Le matériel répond donc à des exigences assez strictes. Mais Maria Montessori a choisi de ne pas déposer son nom et n'importe quel fabricant de jouets peut dire que c'est Montessori sans avoir d'exigences en matière de fidélité. C'est la porte ouverte à tout un tas de dérives et d'effets marketing ou de mode. Ceci étant, la référence en matière de pédagogie Montessori, l'association Montessori Internationale ou AMI, a donné son approbation à quelques fabricants de matériel Montessori. Ceux-ci peuvent donc bénéficier de l'agrément AMI en échange de royalties versées à l'association. En observant les enfants, Maria Montessori a remarqué qu'il y avait des périodes où les enfants étaient particulièrement réceptifs à certaines influences du milieu. Oui, c'est-à-dire? Si on leur accorde de l'attention, ça va permettre des apprentissages particulièrement intenses et efficaces. Par exemple, le développement du langage entre 18 mois et 3 ans. Bref, plein d'intervalles de temps à ne pas rater, sinon la chance est perdue. C'est le moment où l'enfant devrait être le plus disposé à apprendre ça. C'est lié au concept d'esprit absorbant, c'est-à-dire que si l'enfant est dans un environnement riche, il va apprendre aussi facilement qu'une éponge absorbe de l'eau. L'enfant serait donc, d'après les écrits de Maria Montessori, un être humain sensible à comprendre comme qui apprend par ses sens. D'où notamment l'importance du matériel à la taille de l'enfant, coloré et attractif. L'esprit absorbant, c'est en même temps la capacité et la volonté d'apprendre naturelle chez l'enfant. Contrairement au système traditionnel où le prof faisait son cours magistral et les élèves l'écoutaient passivement, notre rêve à tous. Ici, l'adulte est avant tout un observateur. La liberté de l'enfant ne veut pas dire qu'il n'est pas accompagné, mais l'éducateur présente le matériel et la demande doit venir, ou pas, de l'enfant. Comme par magie? En fait, les éducateurs vont devoir être très attentifs pour saisir le bon moment pour proposer à l'enfant des activités en fonction de ce qui sait de ses envies et de ses besoins. Faut bien réfléchir avant de ramener sa fraise. La concentration étant un point super important dans l'approche Montessori, les éducateurs vont pas interrompre les enfants en plein travail, même s'ils font 50 fois la même chose. Un des points qui aide à maintenir la discipline est que les règles et les limites sont calmement et clairement établies par les éducateurs, comme le fait de ranger le matériel après son utilisation. Ça n'empêche pas la flexibilité, mais les éducateurs vont devoir montrer l'exemple, ce qui n'est pas toujours facile. Selon Maria Montessori, ça n'est pas l'adulte qui guide l'enfant, mais bien l'inverse. Notre société évolue trop vite pour se limiter au savoir ou compétences. Elle vise à développer chez l'enfant des attitudes propices à construire la société de demain, comme la responsabilité par exemple. L'école doit donc préparer à la vie plus que transmettre des connaissances ou développer des compétences. La découverte de la nature et des animaux est importante. Même avec du matériel adapté, une salle de classe reste une salle de classe. Et il y a des tas de choses à découvrir en dehors. Sans blague. Maria Montessori remarquait que les enfants étaient naturellement intéressés par les plantes et les animaux, et pour que leurs sentiments à leur égard se développent, il fallait les mettre en contact. Ça semble logique. Si on est nombreux à avoir, par exemple, un dégoût pour les vers ou une peur des araignées, les enfants qui les découvrent sans jugement peuvent s'émerveiller devant. Montessori critiquait le fait que la plupart des enfants vivent dans un environnement synthétique, créé par les humains, éloigné de la nature. Si à l'origine la Casa dei Bambini ou Maison des enfants développée par Maria Montessori était prévue pour des enfants jusqu'à 6 ans, elle a pu adapter sa pédagogie pour d'autres groupes d'âge, comme je l'avais mentionné. Il en faut pour tout le monde. Le sujet a donc pu être étudié et les résultats sont nombreux pour des enfants de 3 à 6 ans en particulier. Alors, tant sur le plan académique, comme la résolution de problèmes mathématiques ou le plan social, les résultats sont souvent significativement supérieurs ou au pire équivalents au système traditionnel. Et au-delà de 6 ans? Par exemple, chez les adolescents, on retrouve un plus grand esprit de communauté et un sentiment de respect mutuel plus développé. La pédagogie Montessori semble donc avoir fait ses preuves. On peut cela dit se demander dans quelle mesure il s'agit de la même pratique d'un pays à l'autre. La culture du Japon par exemple a nécessité des adaptations de la méthode qui n'est donc pas tout à fait la même que celle aux États-Unis. J'invite donc à la prudence quand on extrapole les résultats d'une étude d'un pays à l'autre. Et voilà pour l'aperçu de la pédagogie Montessori. Ça vous donne envie ? Il y a des formations qui existent, je vous mettrai des liens en description. Sinon, cette pédagogie a aussi été adaptée pour nos enfants à la maison ou tout autre cadre extrascolaire. Renseignez-vous pour plus de détails, moi je vous dis à bientôt et merci encore.
Hop, donc voilà pour les 2 vidéos Montessori freinées. Donc l'idée du temps à venir, c'est de repasser en petits groupes. Donc là, je vois qu'il est 14h51. Je pense que ça va prendre encore 1 ou 2 minutes, le temps de pouvoir se répartir dans les mêmes groupes, de redésigner un nouveau rapporteur. Et ensuite, on se laisse pareil une dizaine de minutes pour échanger. Voilà, le but, c'est vraiment que la parole puisse tourner à peu près pour tout le monde et du coup, que chacun puisse un peu apporter. Moi, je répète la consigne. Qu'est-ce qui repère de ces pratiques qui correspondent à ça ou qu'est-ce qu'il aimerait mettre en place pour l'avenir? Donc, on va repartir sur les petits groupes. C'est clair, en fait.
Ça va? Alors, du coup, comme le disait Valentin précédemment, on va faire la même chose que tout à l'heure sur la question du sens. Donc, reprendre ce que vous avez réfléchi en petits groupes et puis Valentin va le retranscrire au fur et à mesure sur la fleur, la compléter, annuler des termes, les remplacer, en ajouter au gré de vos idées. OK pour vous? Yes? D'accord. Super, merci. Alors, du coup, qui va commencer? On vous entend très mal. Ah ouais. J'entends un peu mal. Je sais pas si c'est que nous, mais des fois ça coupe, alors on n'entend rien. Je sais pas si c'est que nous ou si tout le monde. Non, ça je vois. Non. Ouais, ça coupe aussi, pareil. Ouais. D'accord. OK. On va essayer de parler lentement et d'articuler, mais je pense que ça vient plus du réseau qu'autre chose. Ouais, ça marche. Bon, de toute façon, pour l'instant, c'est plutôt vous qu'on écoute. En tout cas, s'il y a un moment donné où vous avez besoin qu'on reformule ou que les personnes qui présentent, elles reprennent la parole, n'hésitez pas soit à nous le dire dans la conversation, soit à prendre la parole spontanément. D'accord? Ok. Alors, qui souhaite prendre la parole du coup en premier et rapporter les belles paroles de son groupe? Mais moi, je veux bien. Et merci. Oula, c'est possible. Alors, il y a plusieurs thématiques qui ressortent en fait. Il y a l'expression, l'aménagement et puis les activités collaboratives et extérieures pour le coup, qui se mettent plutôt en place. En termes d'expression, ce qui est déjà mis en place, ça va être l'expression libre, connaître un peu l'humeur du jour des enfants.
Il y a eu un constat qui a pu se faire sur des tensions entre les enfants, le fait de se couper la parole, de ne pas forcément s'écouter les uns les autres, et la mise en place d'instances où l'enfant peut exprimer son humeur du jour, ses souhaits de qu'est-ce qu'il a envie de faire, comment il se sent, a permis en fait de développer le non-jugement en tout cas entre eux, d'être plus à l'écoute et qu'il y ait moins de jugement entre les enfants pour le coup. Ça, c'est un atelier que vous avez partagé en groupe, qu'il y a des personnes qui l'ont expérimenté et qui y ont trouvé du sens. Tout à fait. Ça marche, Amandine. Merci. Même sur des conseils d'enfants où justement c'est des instances où l'enfant a une parole assez libre sur ce qu'il a envie de faire pendant ses vacances, pendant son temps de loisir, comment il a envie de l'occuper, son temps de loisir. Super. Ensuite, on a aussi abordé l'aménagement de l'espace. Ça a été pour le coup quelque chose qui est remonté. Mettre en place une pédagogie où l'enfant peut avoir le choix de prendre, enfin, d'occuper, disons, l'espace comme il le souhaite. Lorsqu'on a ses propres locaux, c'est formidable. Et quand il y a du partage de locaux dans une école, par exemple, ou dans une salle avec du mobilier qui n'est pas du tout adapté aux besoins du public, mais on est obligé de s'adapter. Et donc, en fait, les méthodes se mettent à différentes échelles. On fait avec ce qu'on a, très clairement. Donc ça peut être à la fois une expérimentation complexe ou soit alors totalement génial parce qu'on a tout ce qu'il faut. Donc ça a été un constat où voilà, si on a les salles, si on a l'aménagement où l'enfant peut circuler librement, mais on est vraiment dans l'émancipation, enfin vraiment la libre circulation des enfants dans leur choix, quoi. Ok. Et du coup, si je comprends bien, ça veut dire que, par exemple, les personnes qui ont des freins, notamment par rapport à l'aménagement, qui doivent partager les locaux, pour l'instant, elles n'ont pas trouvé de solution qui leur permette de trouver une alternative et pouvoir créer un aménagement qui leur conviendrait. C'est ça? Oui, c'est des grosses difficultés, oui, sur l'aménagement, ou en tout cas, on fait à une échelle un peu plus... on doit se restreindre. Enfin, moi, là, je parle pour moi, je dois me restreindre avec les moyens que j'ai, les espaces qu'on me donne, pour pouvoir quand même mettre en place. Il y a quand même la volonté de mettre en place. Donc ça, c'est chouette. Ouais. On fait avec les moyens du bord. Ok, super. Ensuite, on était sur la mise en place du matériel, avoir du matériel directement à disposition de l'enfant. Donc, des jeux accessibles où l'enfant peut prendre, expérimenter par lui-même. Les jeux collaboratifs aussi entre les groupes, ce qui permet de développer la solidarité, la coopération entre les différentes tranches d'âge, quand c'est possible aussi. Et c'est vrai qu'il y a les contraintes sanitaires actuelles qui font qu'on peut être cloisonné. Enfin, voilà, notre fonctionnement aussi, en plus de l'aménagement de l'espace, il y a aussi des contraintes ministérielles. Donc, voilà. Et il y a aussi la possibilité de pouvoir être en extérieur un maximum, utiliser l'extérieur comme lieu d'expérimentation pour pouvoir découvrir son environnement, être acteur aussi sur son territoire, mais à l'extérieur de lieux, entre quatre murs, pouvoir expérimenter sur de l'extérieur. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Amandine, que vous vouliez partager? Après, moi, il y avait un autre truc, c'était, oui, dans la première vidéo sur freiner le fait de se former seul. En effet, les groupes de travail sont essentiels à se former entre nous, entre professionnels.
faire des visites de centre un maximum, aller voir ce qui se passe chez les uns, chez les autres. Et puis des ateliers comme aujourd'hui en conférence et pouvoir discuter de nos différentes méthodes, quoi. Pour moi, ça fait partie de la formation, l'auto-formation. Et oui, c'est essentiel. Si on veut vraiment aller dans cette démarche-là, je ne vois pas pour l'instant d'autres alternatives en tout cas. Oui, super. Notamment, par exemple, sur les ASH émancipateurs, aujourd'hui, il existe des temps d'analyse de pratique où les directeurs de centres de loisirs peuvent se regrouper, les animateurs également. Super. Ok, merci beaucoup en tout cas de cette restitution, Amandine. Je laisse la parole à la prochaine personne. Qui est le prochain? Ouais, je veux bien le faire. Merci. Du coup, on était sur le salon Freinet. On s'est essentiellement interrogé sur la question de savoir ce qu'on reproduisait dans notre vie de tous les jours par rapport à la vidéo aux 2 vidéos qu'on a vues. Ouais. Donc, on a relevé les tranches d'âge de 3 ans, qui étaient dans la plupart des centres de loisirs, en tout cas comme ça. Le développement sensoriel et des règles claires et fixées à l'avance auprès des enfants. Donc ça, c'est ce qui concerne la pédagogie de Freinet. On s'est aussi aperçu que dans beaucoup de structures, il y avait la gestion des conflits par les pairs. Donc on avait des enfants qui étaient désignés comme acteurs de la gestion des conflits dans la cour ou dans la classe. Super. On s'est aussi rendu compte que beaucoup de structures fonctionnaient avec un matériel en accès libre, où le rangement était effectué en autonomie, du coup, après et avant utilisation. Ensuite, par rapport au rôle de l'encadrant, on s'est aperçu que c'était un rôle beaucoup plus d'accompagnant que d'acteur vis-à-vis de l'enfant, et que l'intérêt, c'était justement de susciter la curiosité et l'éveil, du coup, l'éveil sensoriel de ces derniers. Et on a fini par la question de l'aménagement des espaces, qui facilitait l'appropriation de l'environnement. Et on a soulevé du coup la problématique de l'environnement qui était aussi un facteur essentiel dans la pédagogie freinée comme Montessori. Pardon. Voilà. Ok, super. Super. Merci beaucoup pour ces éléments, Louis. Pas de problème. Est-ce que du coup, quelqu'un peut prendre la suite? Oui. On va essayer d'accélérer un petit peu. Merci. Alors, nous, dans notre groupe, on a partagé ce qu'on faisait déjà dans nos accueils de loisirs. Du coup, ça s'est un peu rejoint sur l'accueil 6-10 ou 6-11, où c'est les enfants qui vont prendre, par exemple, l'activité en main, c'est-à-dire noter quelle activité elles veulent faire et ensuite aller chercher plusieurs copains, savoir qui veut le faire et ensuite donner à l'animateur pour pouvoir enfin faire l'activité. Donc, c'est vraiment les idées d'enfants, quoi. Et nous, avec Melvin, on est sur les 3-6. Donc, on met en place, alors avant le Covid, on mettait en place un panneau où il y avait plein d'activités. Ils pouvaient aller dans chaque salle faire tout ce qu'ils voulaient. Et en fait, on fait des temps le soir, souvent, ou le lundi matin des vacances. On fait des temps de recueil, nous on appelle ça, où on recueille toutes les idées des enfants pour pouvoir mettre en place pendant les vacances ou les mercredis leurs idées. Donc voilà. Après, pour ce qui est de la famille, avant on faisait des ateliers parents-enfants. Donc voilà. Après, ouais, on mène l'activité avec les parents. On ne force pas l'enfant à le faire. C'est surtout le parent qui aide l'enfant et non nous. Il y a plein de choses. Bon, là, maintenant, on ne peut plus le faire, hein, mais avant, on le faisait. Et puis voilà. Oui, mais ça... Parce qu'avant, dans nos centres, ils avaient libre accès à tout, vraiment à tout. Mais là, avec le Covid, ils sont par école, donc ils ne peuvent pas circuler dans tous les espaces. En fait, ils sont cloisonnés à une salle et voilà, donc ils ne peuvent pas aller jouer avec les copains et tout ça. Enfin, je pense que c'est un peu pareil partout.
Mais avant tout ça, ils pouvaient aller vraiment là où ils souhaitaient. Enfin, il y avait des limites, mais là où ils pouvaient aller, ils y allaient, quoi. Ok. Bon, il est clair que dans le sens du projet que nous, on a envie de donner, il n'y a pas de Covid, hein, il n'existe pas. Ouais, voilà. Mais nous, en soi ils font vraiment tout ce qu'ils veulent. C'est juste qu'on met en place, parce que enfin, c'est comme on disait dans notre groupe, nous, les 3-6, ça va être vraiment licorne, pas de patrouille, des choses comme ça. Mais après, on va emmener vraiment beaucoup de matériel dans l'espace pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais pas que de colorier une licorne. On peut faire plein de choses avec plein de matériel. C'est pareil. Enfin, dans notre groupe, on fait à peu près les mêmes choses tous, de toute façon. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Donc, du coup, non. Du coup, on enchaîne. Est-ce qu'il y a, dans un autre groupe, vous pouvez ajouter des choses peut-être qui n'ont pas encore été dites sur des manières de faire, une posture, un moyen de fonctionnement, un aménagement? Nous, enfin, moi, j'ai juste un petit truc à rajouter. Moi, c'est Fadila, je sais pas si. Du coup, en fait, enfin, il y a plusieurs choses qui sont sorties que nous aussi, on utilise dans notre centre de loisirs. Notamment, enfin, nous, chez les grands, il y a mon collègue James qui, ici, chez les grands, ils font l'atelier des idées pour les 6-11 ans. Et en fait, on a voulu utiliser à peu près la même méthode pour les tout petits, enfin ceux qui sont de 3 ans à 5 ans. Du coup, en fait, on a une fiche d'observation. Et du coup, nous, on aimerait que, au lieu de leur imposer à chaque fois avec une sensi, de leur dire, regardez, on vous avait fait ça, vous allez reproduire la même chose, en fait, on s'est rendu compte qu'on leur impose un peu nos idées à nous, alors qu'on les sous-estime un petit peu parce que les petits, ils ont une imagination incroyable. Enfin, des fois, ils nous surprennent. Enfin, ils peuvent faire plein de choses et avoir plein d'idées. Du coup, on a une fiche d'observation pour dès qu'on voit un enfant, par exemple, jouer à un jeu ou un jouet qui joue tout le temps avec, essayer d'observer et de noter ça et essayer de lui proposer, vu que ça vient de lui, il a joué avec ce jouet, de le mettre en activité. Et du coup, déjà, ça les intéresse un peu plus parce qu'ils se rappellent que, ah oui, ça, j'ai beaucoup joué avec. Donc, du coup, c'est cool qu'on fasse une activité. Et puis, on a aussi les photolangages. Je ne sais pas si d'autres centres, ils les utilisent. Et les photolangages, des fois, ça aide beaucoup pour que, même s'ils ne peuvent pas très bien expliquer bien les enfants quand ils sont petits, vraiment clairement ce qu'ils veulent, avec une image, au moins, ils nous montrent s'ils veulent faire de la cuisine, il y a une photo, il y a un petit chapeau ou un petit gâteau, ils nous montrent la photo et nous, en fait, on prend tout en note et à la fin, on essaie de leur proposer pendant les vacances les activités qu'eux, ils ont choisies via les photos ou via ce qu'on a écrit pour la fiche d'observation. C'est top. Super, merci pour ce partage. Du coup, sur le groupe avec qui j'étais, pour parler d'autre chose, nous, on a parlé aussi pas mal qu'on mettait en des journées où on appelait ça « Choisis ta matinée, choisis ton après-midi, choisis ta journée ». Et c'était essentiellement sur des maternelles ou élémentaires. Et que c'était vraiment sur, en fait, que les enfants, entre eux ou indépendamment, faisaient leur programme au jour le jour ou le préparaient en début de semaine pour la fin de semaine, afin d'aller dans des activités plus profondes s'il y avait un peu de préparation par l'animateur. Et donc, on a vu que les enfants étaient très en demande et appréciaient ces temps-là et que c'était mis en place sur différents centres. Et on m'a parlé aussi de grands copains, petits copains qui étaient sur l'accueil de loisirs de Biard. Et c'était le fait que les grands proposent des activités pour les petits. Quand je parle des grands, c'était les 6-11 pour les maternelles ou bien des 8-11 pour les 6-7. Et c'était aussi bien des activités que des jeux. Voilà. C'était vraiment
le fait d'être ensemble, petits et grands. Mais c'était des choses qui étaient faites du coup un peu avant le Covid et qui sont un peu plus compliquées maintenant, bien sûr. Voilà. Merci Justine. Est-ce qu'il restait des personnes rapporteurs ou rapportrices de leur groupe? Je prends ça pour un non, qui ne dit rien consent. Ok. Du coup, si je peux juste rajouter quelque chose que moi j'avais noté dans les vidéos en les regardant en même temps que vous. Il y a quelque chose qui, moi, me fait écho, c'est par rapport à Freinet. À un moment donné, donc ils expliquent que la pédagogie Freinet, ça a été développé après-guerre, puisque ça venait reprendre après des années de propagande, le fait de pouvoir rendre un peu d'esprit critique aux enfants. Et du coup, voilà, je trouve que ça fait aussi partie, moi, en tout cas dans l'accueil de loisirs où je suis, du sens qu'on met derrière et de l'ambition qu'on a de pouvoir amener les enfants à critiquer ce qu'ils voient et à avoir du coup la capacité de contredire et d'avoir son propre avis et sa propre opinion. Du coup, on a fini la première partie qui concernait... Ouais, pardon. Oui, parce que avant qu'on passe à autre chose, moi j'avais trouvé intéressant c'était sur Freinet la notion d'auto-apprentissage. Et quand on en a reparlé tout à l'heure, il a tout de suite été mention des espaces de travail collectifs, etc. Mais je pense que l'idée de l'auto-apprentissage chez Freinet, c'est vraiment aussi une idée qui est propre à sa pédagogie, c'est d'autonomiser en fait sa propre pratique de pédagogue et se retrouver seul en fait avec cet apprentissage. Et qu'il n'y a pas vraiment d'institution qui vienne apprendre la pédagogie Freinet, puisque c'est une pédagogie qui est un peu non institutionnelle et non verticale. Donc voilà, c'était la réflexion que je m'étais faite tout à l'heure que je voulais partager. Merci. On est d'accord. Merci de la partager avec nous, Pierre-Jean, en tout cas. Mon micro, oui. Du coup, voilà pour la partie qui concernait plutôt le sens du projet. On a un peu grignoté sur la deuxième heure, donc on va se réajuster en direct. L'idée pour la suite, c'était de pouvoir parler plutôt des effets de ce type de projet, ce que ça peut produire. Donc, l'idée, ce que ça peut produire, c'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par regarder des petites vidéos, puis par un témoignage. Et en fait, ces vidéos et ce témoignage, ils sont tous axés sur la même chose. Ils sont axés sur l'expérimentation qui a eu lieu à Ozon. Du coup, l'expérimentation d'Ozon, ça a eu lieu en 2017. L'idée, la plupart de vous étiez là ce matin, donc on en a un peu parlé, c'était de proposer une semaine qui soit la plus émancipatrice possible aux enfants à l'accueil de loisirs d'Ozon pendant une semaine. Pour ça, on s'est réunis entre directeurs d'accueil de loisirs et on a fait des journées de prépa pour pouvoir mettre en place un fonctionnement qui aille le plus possible vers ce type de pédagogie. Du coup, suite à cette semaine-là, on a enregistré 2 vidéos. Une vidéo où les enfants ont pu exprimer ce qu'ils avaient ressenti face à ce fonctionnement. Et une vidéo où c'est plutôt les familles, les parents qui ont répondu à des questions autour des effets qu'ils avaient pu observer chez les enfants ou sur eux-mêmes. J'avais préféré quand c'était les 9-12 avec les 9-12 et les 6-8 avec les 6-8 et les 3-5. Mais après, j'ai pas aimé quand on a fait le tranche d'âge, quand on a tout changé. Non, j'aime pas les petits sont avec les grands, ça a fait le bazar. J'aime pas qu'ils font trop de bruit. J'ai pas aimé, c'est que tout le monde était mélangé et après il y avait des petits qui venaient avec nous et qui jouaient au foot avec nous, c'est ça qui m'a pas plu. Sinon après le reste tout m'a plu. Et après, j'aime pas quand on dispute, parce que moi j'ai envie de faire et eux ils disent non. Je préfère maintenant qu'avant. J'ai aimé tout. T'as aimé tout le reste? On a adoré. On a quasiment adoré. Moi j'aimais trop. Quand on n'est pas tous dans une salle et qu'on soit tous partout, en fait, qu'on va là où on veut et qu'on décide ce qu'on peut faire. Quel tranche d'âge intéressant.
qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Enfin, presque tout ce qu'on veut. Mais là, depuis que ça a changé, c'est nous, on décide. C'est qui des copines à nous, qui on veut. Tu reviens après. C'est bien, par contre. J'ai aimé quand on avait enlevé les tranches d'âge. Qu'il n'y a plus de tranches d'âge, qu'on soit tous mélangés. Et que ceux qui ont envie de faire des activités, ils le font. Quand on pouvait choisir, comme on peut choisir les activités de nous, pas tout le temps les animateurs qui nous demandent, mais on peut les choisir nous, même. Parce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. On propose les activités qu'on veut. Et j'ai bien aimé parce qu'on faisait beaucoup d'activités comparées à d'habitude. on avait 2 ordinateurs à notre disposition. On avait deux imprimeuses. Et quand il n'y avait plus d'encre, on remettait de l'encre. On pouvait faire ce qu'on veut. On peut même toucher aux ordinateurs. D'habitude, ce qui nous a plu, c'est quand nous sommes allés à la piscine. Ouais. On avait fait un groupe que entre filles. Ouais, on avait fait un groupe entre filles parce que avec les garçons, c'est énervant. Après, moi et Nabil, à nature, on avait fait une sortie de piscine. Non, pas une piscine, du basket. Et c'était bien. C'était Léo et Louis qui nous a amenés. En fait, on a demandé à un animateur s'il pouvait nous accompagner. Et du coup, on a eu un animateur. On était 10 à partir. Et ils ont trouvé un moment pour que la salle de brandy soit ouverte. En fait, les grands ils faisaient des équipes. On choisit les petits. Et après, non, sur l'ordinateur. Ah. J'ai mis coloriage de fleurs et puis ça m'a mis toutes les fleurs. Ouais. Oui, après on en a eu chacun 3 et puis on devait les colorier et puis on les a collés. Pas comme avant. En fait, tous les mercredis, on choisit toutes les activités qu'on veut. On va dans les salles qu'on veut. En fait, on fait tout ce qu'on veut. Non, en fait, les animateurs, ils nous aident à se maquiller. C'est eux qui nous accompagnent. Oui, c'est nous qui disent combien on doit être, combien... Et aussi, ils nous aident à se maquiller, par exemple, à faire des choses comme... Après, le centre, il faut qu'il y ait des animateurs parce qu'il y a plus de 90 enfants. À la suite de cette vidéo sur les effets plutôt sur les enfants, on va avoir une vidéo qui va concerner plutôt les effets sur les familles, qui dure à peu près la même durée, qui est un peu plus courte même. Et donc l'idée, c'est de pouvoir un peu repérer les effets qui vous intéressent ou qui vous interrogent et ainsi de suite. Ensuite, on aura le témoignage d'une professionnelle qui a participé à l'expérimentation d'ozon, qui fera un très court témoignage de 10 minutes. Vous pourrez aussi lui poser 1 ou 2 questions si vous en avez. Et on fera un retour en grand groupe pour conclure l'atelier, où on essaiera de re-remplir une fleur en mettant un petit peu les effets justement qui intéressent les participants de cet atelier, que ce soit au niveau des enfants, des familles ou des professionnels, puisqu'en fait ce genre de projet et pédagogie, ça provoque des effets chez un peu à toutes les strates en fait du fonctionnement. Premier jour, quand on est arrivé, c'était un peu le bazar. Il y en avait partout, des gosses partout. Et en fin de compte, moi que j'ai ressenti, c'était de la part, je pense, des animateurs, parce que quand je les voyais, je me dis, mais ça devait être pas facile pour eux.
de pouvoir gérer ça, quoi. De laisser les enfants, que ce soit les enfants qui décident de tout, ça devait pas être trop facile pour les animateurs. Moi, ce qui m'a déplu un peu plus, par contre, c'est quand elles se maquillaient. Elles sont revenues avec des vêtements tout tachés. Donc voilà, c'est ça qui m'a gêné un peu plus. C'est vrai qu'on appréhendait puisqu'on n'était pas venus. Mais quand elle nous a expliqué, Raja, qu'on pouvait avoir accès et voir, du coup on n'a pas hésité, on est venu voir. Et c'est vrai qu'on a été très étonnés. Et du coup on était plus en confiance. Il y a des animateurs qui se sont approchés de nous et qui nous ont expliqué comment ça se passait, qu'il y avait des salons. Et que les enfants avaient l'autonomie, la liberté d'aller où est-ce qu'ils voulaient aller et qu'eux, ils étaient à disposition. Donc j'étais très étonnée du fait que ce soit les enfants qui choisissent l'activité qu'ils voulaient faire et que les animateurs étaient là pour leurs besoins. C'était tout nouveau, mais on appréhendait un tout petit peu, mais comme ils nous avaient dit que c'était ouvert au public et que c'était pas forcément réservé qu'aux enfants, on est venu quelques fois voir comment ça se passait. Pour l'ambiance et je pense que c'est un avantage de voir mes enfants aussi évoluer, progresser. Ça me permet de voir d'autres choses. À l'école, on n'a pas forcément accès. On ne peut pas voir leur progression. Par exemple, pour Aïcha, je sais qu'elle a plus de mal à s'intégrer. Et le fait de venir après le travail, ça me permet de voir où est-ce qu'elle en est. Et c'est aussi le fait de pouvoir aider, parce que voilà, c'est un milieu que j'aime beaucoup. Donc, je profite et je vois aussi mes filles profiter et progresser. J'ai la plus grande de mes filles qui justement a besoin de bouger. Et du coup, elle, je la voyais courir partout. Par contre, la deuxième, comme elle n'avait pas l'habitude, ça a été un chamboulement. Et du coup, on a dû lui expliquer que c'était normal et que si elle ne voulait pas forcément naviguer de salon en salon, qu'elle pouvait rester avec un animateur et faire des activités manuelles assises sur une... Alors, ce qui m'a plu, c'est que mes filles, elles étaient super contentes d'aller au centre tous les jours. Ce qui était beau, quand on a récupéré les petits, ils étaient trop contents de leur première journée. Issam, ce qu'il m'a dit, c'était on avait le droit de faire ce qu'on voulait, d'aller où on voulait. Et voilà, et en fait, bah, du coup, je pense que le fait d'être plus libre, ça leur a donné plus, je sais pas, plus envie de revenir le lendemain. Elles étaient contentes de pouvoir être plus libres. Ouais. Voilà, de pouvoir courir un peu partout, d'aller dans le bureau de la directrice, voilà. On a apprécié le concept parce que ça les a rendues plus autonomes et puis elles ont été complètement épanouies. Alors j'ai pas eu trop de retour de ma fille qui a 5 ans parce qu'elle est encore trop petite pour exprimer ses sentiments par rapport à ça, mais l'aînée ça a été super. Elle rentrait à la maison tout de suite, elle était contente de pouvoir choisir ses activités, appeler d'elle-même pour aller à la piscine, pour réserver le bus qu'il y avait dans le jardin. Enfin, ça a été très bien apprécié de la part de mes filles. Elle a beaucoup aimé. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le fait qu'ils aient beaucoup plus d'autonomie et de liberté. De la part de mes filles, il n'y a eu aucun problème. Au contraire, elles demandaient à ce que ça se reproduise les vacances d'après. Et voilà. Voilà pour les petites vidéos. Donc on a vu les effets sur les enfants, les effets sur les familles, et comme je disais, ce genre de projet et de démarche, ça entraîne des effets un peu à toutes les strates des associations. Et on peut également parler des effets sur les professionnels. Donc pour pouvoir aborder justement les effets sur les professionnels, on a demandé à Raja, qui était directrice à Ozon au moment où a eu lieu l'expérimentation, de pouvoir venir faire un petit témoignage. Et du coup, on va lui proposer de s'adresser à vous pendant 5-10 minutes, de vous raconter un petit peu les effets que ça a pu produire sur elle et ses équipes. Et ensuite, vous aurez un moment où vous pourrez aussi lui poser vos questions, un moment qui sera assez court. Mais voilà, on essaiera de sélectionner quelques questions dans le chat. Denis, je t'appelle un peu à l'aide. Est-ce que tu crois qu'il serait possible de mettre Raja à notre place ? Petit SOS. Comment ça, notre place, Raja? Raja, elle est à CSC Ozon, là, dans les participants. Et si Raja parle, elle sera à notre place. Vous m'entendez? Ça marche. Bonjour à tous. Donc, désolée, je navigue un peu entre les différents ateliers. Alors, du coup, j'ai pas trop... J'espère ne pas faire de la redite ou ne pas redire ce qui a été dit avant. Donc, Valentin, tu me redis, c'est les effets de la posture sur les animateurs et sur l'équipe d'animation, de direction? C'est bien ça. On a vu les effets sur les enfants, sur les parents, et du coup, on voulait voir les effets que ça provoquait chez les professionnels, animateurs, directeurs.
Ça marche. Alors du coup, on va dire que les effets sur les animateurs ont été très complexes à analyser en fait sur le moment. On ne comprenait pas forcément ce qui nous arrivait. On peut dire aussi que le fait de passer de proposants d'actions, d'activités aux enfants et d'accompagnateurs a été... alors, je vais enlever mon masque parce que j'ai vraiment un peu de mal à parler avec le masque. Ça a été très difficile pour certains animateurs en fait de passer de cette posture-là de proposition à accompagner les projets d'enfants. Du coup, on peut aussi dire que sur la première semaine, le fait d'avoir été les professionnels et directeurs qu'on réfléchit à l'aménagement, au sens qu'on donnait au projet était très important. Et en fait, la deuxième semaine, on a vu une bascule. C'était des animateurs qui n'ont pas du tout fait les mêmes temps de formation, qui ont dû reprendre un peu le fonctionnement qu'on avait mis en place. Et c'était beaucoup plus compliqué pour eux de s'approprier le sens du projet. Donc, du coup, on a dû en fait retravailler après, refaire un peu le même cheminement qu'on a eu, nous, directeurs, avec nos équipes d'animateurs. Donc, du coup, on a travaillé sur les freins, comment se sentir en sécurité. Quoi d'autre? On a aussi travaillé autour de prendre les animateurs aussi par rapport à ce qu'ils étaient eux, par rapport à leur histoire, parce que c'était aussi important de le faire, parce que nous, on l'a fait pour nous, donc on l'a aussi fait pour les animateurs. Et moi, je trouve que pour faire du DPA avec les enfants, il faut aussi pouvoir savoir le faire avec ses équipes. Donc, c'est important aussi que si on se dit, si on veut faire de la participation avec les enfants, il faut aussi que dans notre management, on puisse faire de la participation plus avec nos équipes. Donc, voilà. Que dire d'autre? Valentin, tu m'aides? Raja, moi, je me posais une question parce que là, effectivement, au niveau des équipes, c'est intéressant la façon dont on peut amener les gens à faire évoluer leurs pratiques en essayant de les prendre en compte au maximum. Est-ce que tu peux nous parler, même si c'est assez lointain, mais toi, de ce que ça a pu provoquer chez toi en tant que professionnel qui a vécu la semaine, voilà ce que ça a provoqué chez toi en termes de sentiments cette semaine-là à Ozon? Alors moi, pour quand même que vous compreniez un peu mon histoire, moi je suis une enfant des terrains d'aventure. En fait, je me suis complètement retrouvée quand j'étais sur les terrains d'aventure. À l'époque, en fait, on faisait des cabanes, on construisait, on était libre. Il n'y avait pas de tranche d'âge, on n'avait pas forcément de planning d'activité. Donc dans les années 80-90, moi je l'ai vécu. Donc du coup, c'était magique de pouvoir le remettre en place au terrain d'aventure, enfin aux aventures aujourd'hui. Et du coup, je me suis retrouvée en fait comme j'étais enfant à l'époque. J'ai essayé, ça a fait résonance quoi. Et du coup, je me rappelle d'un animateur qui m'avait choquée dans ses propos, mais c'était beau ce qu'il avait dit. Il disait, mais en fait, c'était sur la deuxième semaine, moi je suis venue faire un tour pour voir comment ça se passait. Il disait, mais en fait, nous, on est des nazis de l'animation, en fait, on n'a rien compris. Et j'ai trouvé ça fort qu'il me dise ça. Et je dis, mais ouais, en fait, c'est exactement ça. En fait, on a vraiment initié, fédéré une action, un projet qui était hyper riche, hyper bouleversant, parce que du coup, ça te bouleverse énormément sur ta manière d'être avec les enfants. Et après, moi, sur mon expérimentation, ce que je me rappelle le plus, on a vu un enfant là, qui s'est exprimé. J'ai accompagné, moi, un projet d'enfant, un enfant, avec lequel on avait beaucoup de difficultés à communiquer, parce que du coup, on ne se comprenait pas. Et en fait, cet enfant-là, il a voulu monter une activité autour d'un gâteau au chocolat. Donc, je l'ai accompagné sur son activité de gâteau au chocolat. Donc, il a trouvé la recette, il a fait la liste des courses. On est parti faire les courses ensemble. Et du coup, il était déçu parce que du coup, il avait monté son groupe, mais en fait, ils étaient tous partis au basket. Donc, du coup, il a dû remonter un autre groupe et il a demandé à des enfants avec lesquels il n'aurait jamais fait d'activité cuisine. Et cet enfant-là, il avait des difficultés à communiquer avec sa maman. Et du coup, à la fin de l'activité, ils ont fait tellement de gâteaux qu'ils ont distribué des gâteaux à tous les parents
qui passaient récupérer leurs enfants et il a juste mis dans une serviette quelques morceaux de gâteau pour sa maman et il avait écrit « Maman, je t'aime ». Et cette maman-là, elle était agent d'entretien à l'époque sur le centre de loisirs et en fait, elle a pris les gâteaux, elle ne comprenait pas parce qu'elle ne sait pas lire ce qu'il y avait écrit sur la serviette, donc du coup, elle a demandé à quelqu'un de lui lire. Et en fait, elle a fondu en larmes parce et du coup, elle disait que cet enfant-là ne lui a jamais dit qu'il l'aimait. Et c'était à un moment, moi, je me dis, voilà, si on fait des trucs comme ça, on a tout compris, on a tout réussi, quoi. Donc voilà, alors excusez-moi, ça fait longtemps. Non, mais c'est trop beau comme histoire ce que tu nous racontes. Et Cette histoire m'a marqué, ouais, elle m'a beaucoup marqué. Donc voilà, mais il y en a plein d'autres. On te remercie beaucoup pour ton témoignage en tout cas. Rien. Voilà. Est-ce que s'il y a des questions, je suis encore disponible. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui spontanément, comme ça, ont envie de poser des questions à Raja qui a vécu cette belle expérience? Allez-y. Est-ce qu'on peut ouvrir? J'ai chaud, je vais toujours... Tu vois quelqu'un? Moi, j'aurais une question par rapport à l'équipe d'animation. Réellement, ça a mis combien de temps pour que cette pédagogie puisse vraiment rentrer dans un fonctionnement, que ça roule, quoi, que ça devienne une évidence pour tout le monde? Alors en fait, c'est jamais évident pour tout le monde parce que du coup, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, il y a des animateurs qui viennent, qui repartent. À chaque fois, il faut refaire le processus. Sur Ozon, alors moi, je ne suis plus la responsable du centre de loisirs, donc du coup, je m'occupe de la coordination du classe. Je sais que les personnes qui ont monté le projet ne sont plus présentes, donc du coup, il y a un autre mode de fonctionnement qui s'est mis en place. Je sais que nous, par rapport à nous, sur l'équipe de direction, le temps qu'on a mis, je crois, on a mis une année, je crois, Valentin, en 2016 jusqu'en 2017. Il y avait 7 demi-journées de préparation, je crois. Ah, voilà. Mais c'était réparti sur une année. Et en fait, je dirais, si je peux venir en complément de Raja, il y a eu 7 demi-journées de préparation, plus une journée à l'accueil de loisirs où ça a été vraiment le bordel monstrueux, où ça a couru partout, c'était complètement désorganisé. Et finalement, le soir, on s'est reposé, on a réanalysé ce qu'on avait fait. Et en fait, ça nous a beaucoup étonnés, mais très naturellement, dès le deuxième, le troisième jour, tout est rentré dans l'ordre. Oui. L'impression qu'il y avait 2 fois moins d'enfants à l'accueil de loisirs, alors qu'en fait, ils étaient de plus en plus. Et du coup, en fait, ça s'est fait de façon très naturelle. Donc voilà, tout ça pour dire que finalement, si on propose le bon accompagnement et que, comme le disait Raja, on prend le temps d'emmener son équipe avec soi, et bien finalement, c'est un fonctionnement qui peut rapidement se mettre en place, en tout cas. Après, je pense que les ingrédients pour de la réussite, c'est vraiment d'observer aussi comment les enfants ils circulent au sein du centre de loisirs. En fait, d'eux-mêmes, ils vont faire des propositions d'aménagement, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'observations sur le terrain avant que ça marche aussi, parce que des fois, on se réadapte beaucoup. Il y a vraiment une grosse capacité d'adaptation à avoir au niveau des équipes aussi. Merci beaucoup, Raja, en tout cas, d'avoir pris un peu de temps pour venir avec nous et de ton expérience. C'était super. Est-ce qu'on peut poser encore une question? Ah, bien sûr, je suis encore là. Oui. Je ne sais pas s'il y a le temps. Ouais, on s'adapte. Moi, je me demandais si ces expériences-là, elles émulaient dans les autres cercles du centre social, si c'était un centre social ou si c'était, par exemple, dans les relations avec les bénévoles ou les activités de loisirs pour les adultes. Et en fait, je me demandais comment l'expérience avec les enfants, qui est peut-être un peu plus simple finalement avec les enfants, elle pouvait être exportée vers les autres cercles du centre social. Alors, nous, on développe au sein du centre social le développement du pouvoir d'agir des habitants. Donc, on accompagne des projets d'habitants sur le centre social. Alors, du coup, par rapport à ça, on a des groupes de parents qui organisent des repas pour des enseignants, pour des pour des personnes qui souhaitent avoir des repas. Et du coup, elles font, on appelle ça, c'est des actions d'autofinancement. Et ça leur permet d'avoir une cagnotte pour pouvoir partir en vacances. Voilà. Et du coup, c'est ce qu'on accompagne le plus souvent, nous, sur le centre social de l'Ouest. Et en fait, pour préciser un peu ma question, est-ce que c'est le même personnel qui encadre ces choses-là, du coup?
Non. Non. Du coup, ce qu'on a initié au Centre social de Zon, c'est qu'on est en train de faire des promos FAV, formation à visée émancipatrice. Donc, du coup, on part par 2 ou 3 avec un administrateur sur ces formations-là. Et en fait, au fur et à mesure, on essaie d'essaimer un peu du DPA à peu près à tous les niveaux du centre social. Donc, autant dans la jeunesse que dans l'enfance que dans la famille. D'accord. Et je vous la conseille, elle est chouette. Elle est mise en place comment, cette formation à visée émancipatrice? Alors, du coup, il faut s'adresser à l'URNEX. Denis, il peut peut-être dire quelques mots là-dessus. Oui, bonjour à tous. Mais Valentin aussi, l'idée, c'est de cette expérience, d'en faire aussi des journées de formation à partir des acteurs qui vivent cette expérience dans le réseau de la Fédération des centres sociaux de la Vienne. Et donc, les gens qui mettent en place ça, comme Valentin, ils peuvent être aussi formateurs sur des journées comme ça. Et donc, dans le cadre de l'Union régionale Nouvelle-Aquitaine, l'URNAX, ou en s'adressant à la Fédération de la Vienne, on peut mobiliser des journées de formation. Merci, Denis. Du coup, on voit qu'il y a des gens qui commencent à se déconnecter un petit peu. Forcément, il y a les périscos du soir qui vont commencer. Simplement, là, il nous reste du coup une toute petite conclusion à faire. Simplement, si vous devez partir avant, n'hésitez pas à laisser une phrase ou deux dans le chat pour dire ce que vous retenez de l'atelier. Et nous, à partir de ces phrases-là, en fait, on essaiera de créer voilà, quelque chose qui fera un peu le bilan de cet après-midi, de cet atelier. De vous envoyer également les fleurs une fois qu'on les aura un peu retravaillées pour qu'elles aient une meilleure tête. Et du coup, on vous enverra ça sous forme pour que ça fasse office de bilan. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est en grand groupe de nous dire un peu ce que vous retenez des effets, que ce soit sur les enfants, sur les familles ou sur les professionnels. Et on va, encore une fois, reprendre le même principe de petites fleurs pour essayer de répartir un petit peu vos retours. Donc, on va faire ça, voilà, un petit peu chacun parle dès qu'il le souhaite et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des choses dont vous étiez, par exemple, dans une certitude ou une incertitude qui aujourd'hui vous paraissent plus claires ou au contraire vous fait poser encore plus des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous donnent envie, qui vous motivent, comme dirait André, qui vous enthousiasment? Si oui, lesquelles? Et allez-y spontanément. Je veux bien donner la parole spontanément, c'est peut-être plus clair. Moi, je veux bien commencer. C'est bien, Jean. Moi, ce que j'attendais, c'était l'enthousiasme, et j'ai constaté qu'il y avait de l'enthousiasme comme effet. Donc, je n'ai pas été surpris de ce côté-là. Ok. N'hésitez pas à reprendre la parole par-dessus les autres participants. On va tout noter à la volée. Tu m'entends, Valentin? Non? Oui, je t'entends, James. Ah, ok, d'accord. Donc, moi, j'ai effectivement prendre la parole. Ce que j'attendais effectivement à travers cette réunion, moi, j'ai eu la chance. C'est que vu que j'ai fait plusieurs centres de loisirs, dont éventuellement celui à 15, tu dois me rejoindre là-dessus. Le centre de loisirs où tu étais aussi, je crois. Oui, j'y suis encore. Tu y es encore? D'accord. Ok. Du coup, effectivement, comme tu sais, à 15C, c'était différent. C'est les enfants, eux, qui étaient porteurs d'idées, porteurs de projets, et nous, on s'adaptait. Et là où je travaille actuellement, je travaille sur la maison des trois quartiers. On est plus, nous, dans la proposition d'idées. Et à savoir, comme disait ma collègue Fadila, on a mis en place quelque chose qui marche très, très bien à la maison des trois quartiers, c'est l'ADI, Atelier des idées. Et c'est eux qui sont porteurs, effectivement, de ce projet et qui doivent après le présenter aux autres enfants sur un autre temps ou une autre journée. Du coup, Roxane, qui est directrice du coup avec James, qui fait partie du groupe de la LSH 86 des directeurs. C'est ça. Vous avez un petit peu expliqué le principe de l'atelier. Est-ce que du coup, par rapport à notre fleur, tu pourrais nous parler, que ce soit à Quincey ou à la M3Q, d'effets que tu as pu remarquer sur l'enfant, la famille, les professionnels ou d'autres choses? Sur l'enfant, dans le premier cas où c'était eux qui étaient porteurs d'idées, je trouvais ça super aussi.
parce qu'ils sont vraiment dans l'émancipation. Tu es dans l'observation et l'adaptation au quotidien. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. L'avantage à Quincé, on était proche des bois, donc ils adoraient faire des cabanes, des choses comme ça. Donc, expérimentalement, c'était top, quoi. Et moi, personnellement, je m'y retrouvais parce que j'adore cette partie-là. Donc, voilà. Et puis, toutes les autres activités là-dessus. Les familles, écoute, ils étaient très contents. Enfin, pour ma part, si je raisonne aussi dans l'ensemble, il y a les deux côtés, c'est-à-dire les familles sont contents de l'épanouissement des enfants dans les centres de loisirs. Tu m'entends toujours ou pas? Ouais, je t'écoute. Ah ouais, ok, je sais pas si tu... Donc, les familles sont très épanouies de voir leurs enfants épanouis pour le coup. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et après, le côté développer parents-famille, c'est aussi très intéressant, quoi. Du coup, ça, c'est des choses aussi on va essayer de mettre en place. Enfin, il y avait des choses, nous, avant cette histoire de crise sanitaire qui étaient déjà mis en place, mais là, l'idée était de développer un peu plus ça. Voilà. Et puis après, au niveau des équipes, effectivement, après, je pense qu'il est intéressant, c'est aussi c'est quand chaque animateur, tu m'entends toujours ou pas? Ouais. Ouais, ça va. Ouais, parce que ça, je te vois plus, c'est pour ça. Chaque animateur, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous en nous un certain potentiel et aussi le faire partager auprès des enfants, c'est intéressant. Mettons celui qui adore le bricolage, celui qui adore la pâtisserie, celui qui adore les activités manuelles, etc. Donc, c'est vrai que c'est des choses aussi intéressantes, je pense, en équipe, à discuter et voir le potentiel de chacun pour pouvoir proposer des choses différentes aussi. Pour le coup. Voilà un petit peu si j'ai fait un peu le tour de la question. Super, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole et nous éclairer sur, selon lui, quels effets cela a sur les différents publics, l'environnement, la société et, soyons utopiques, le monde? Moi, je veux bien juste revenir par rapport à ce que Raja a dit. En fait, c'est un peu rassurant de savoir que ce genre de projet, ça met quand même un peu de temps à ce que ça soit mis en place et qu'on ne le fait pas d'un jour au lendemain comme ça et que ce genre de projet, il faut qu'on soit déjà tous d'accord, il faut que ça soit bien emmené pour que ça soit bien dans la durée. Donc, ça me rassure un peu de se dire, oui, même si on n'est pas encore bien carré sur certaines choses, ça viendra et ça finira par se faire. Voilà. Ok, super. Merci, Fadila. Je vous en prie. Sur les effets, je suis désolée, je suis capable de parler pendant des heures. Il ne nous reste plus autant de temps que ça, mais allez, on a encore le temps pour une intervention. Il y a quelque chose qui m'a interrogée, c'était les jeunes filles qui ont décidé de faire un groupe pour aller à la piscine entre filles. Et je me suis dit qu'un des effets, c'est que ça pouvait un peu renforcer les préjugés des enfants ou peut-être les choses que nous, adultes, on n'a pas envie de promouvoir chez les enfants, mais qu'ils pratiquent d'eux-mêmes. Et peut-être c'est quelque chose à travailler dans les pratiques. Voilà, pourquoi est-ce que les garçons sont embêtants? C'est pas parce qu'ils sont des garçons, j'espère. C'est que... enfin, c'est questionnant en fait. Je trouve que c'est questionnant. Et donc voilà, c'est une question plus qu'autre chose. Du coup, on avait pris le parti pris à Ozon. En tout cas, sur cette semaine-là, je peux répondre pour ça. C'était de se dire qu'on pouvait tolérer le fait qu'à un moment donné, les groupes aient besoin de se retrouver entre eux et de pratiquer l'entre-soi, tout en admettant que notre rôle à nous en tant que professionnels, c'était justement de les amener à dépasser cette chose-là pour justement pouvoir s'ouvrir au reste du groupe. Et donc, moi, je vais la faire très courte, mais en gros, il y avait un bus désaffecté au niveau de l'extérieur et on a transformé ce bus en petite salle qu'on pouvait réserver. Et du coup, les enfants, en fait, étaient responsabilisés, devaient s'inscrire, réserver le bus, faire le ménage après l'avoir pris, y mener l'activité qu'ils voulaient dedans. On avait aussi, par exemple, un groupe de garçons qui voulaient tout le temps jouer au foot. Enfin, voilà, le truc un peu cliché. Mais du coup, en acceptant qu'ils partent sur cette activité-là, à vouloir jouer qu'entre eux et entre grands,
petit à petit, avec l'accompagnement et avec la discussion, on les a amenés sur l'organisation d'un tournoi qui soit à destination justement de ceux qui n'avaient jamais joué au foot avant, des plus petits, et du coup, c'était compris dedans, mais aussi des jeunes filles. Et du coup, voilà, disons qu'en passant par ces choses-là où on accepte finalement un phénomène qui est naturel, qui est l'envie de se retrouver dans l'entre-soi, comment on prend ça en compte, on l'accepte, on l'aménage pour pouvoir amener les enfants à le dépasser. Voilà, c'est en tout cas le choix qu'on avait fait. Mais voilà, comme disait André Stein ce matin, il n'y a pas une bonne façon de faire et c'est le choix qu'on avait fait à ce moment-là. Donc, Merci, c'est très éclairant. Ouais, c'est une super idée, le coup du bus, réaménager le bus. D'autres personnes souhaitent s'exprimer également? Est-ce qu'il y a des personnes qui par contre, ne s'y retrouvent pas du tout, qui étaient arrivées peut-être avec des questions ou des envies qui n'ont pas du tout été traitées, vues, entendues? Partagez-le nous également. Moi, je peux parler. Nous, on essaye de le mettre en place un peu plus chez les maternelles. L'accueil de loisirs élémentaires est à fond dedans. Nous, on essaye, mais c'est toujours un peu plus compliqué déjà aux locaux parce que quand on en parlait, nous, on est dans une école. Donc, avec les protocoles sanitaires périscolaires et les protocoles sanitaires accueil de loisirs ne sont pas les mêmes. Donc, on a des gros soucis sur ça parce qu'en fait, on avait décidé il y a longtemps de se partager les jouets pour que les enfants aient davantage de choix. Et donc là, eux, c'est que c'est vraiment par classe, que nous, c'est par groupe. Donc, c'est un peu des soucis qu'on rencontre. Mais le fait que là, sur ces dernières vacances, on essaye de mettre de plus en plus de choses, les parents sont très contents parce que les enfants en parlent beaucoup à la maison quand ils rentrent et qu'ils disent à la fin de la semaine, on fait tout ce qu'on veut. Et en fait, les parents nous questionnent un peu et ils comprennent que ce n'est pas tout ce qu'on veut, tout n'importe quoi. Ils comprennent que c'est vraiment en fait des activités que les enfants ont envie de faire et qu'on est là pour les accompagner et que ce n'est pas du n'importe quoi que des fois des a priori pourraient avoir des parents. Donc c'est plutôt chouette, on arrive à pas mal rassurer les parents et ils sont très contents, ils échangent avec nous et ils sont contents qu'on puisse être à l'écoute des enfants et répondre à leurs besoins, à leurs envies, malgré tous les protocoles sanitaires. Donc c'est en cours, mais c'est petit à petit qu'on essaye de mettre en place. Et puis, comme disait Raja, voilà, il y a aussi le turnover du personnel avec des animateurs qui vont et qui viennent. Et forcément, ça oblige des fois à faire un pas de recul pour mieux pouvoir avancer ensemble. Mais il y a une vraie importance à pouvoir emmener son équipe. Et moi, je voulais simplement dire un mot par rapport au Covid parce qu'on l'a abordé plusieurs fois sur Volley. C'est vrai que ça peut être un frein quand même à l'organisation de ce type de fonctionnement ou à la mise en place de ce type de pédagogie. Je sais que dans l'accueil de loisirs où je suis, voilà, on pratique beaucoup la libre circulation, le fait que tout soit accessible et ainsi de suite, et que forcément, ça oblige à se réadapter et à repenser des choses. En revanche, je pense qu'il y a aussi des choses qui vont être à garder au final de cette période voilà, qui aura été un peu difficile. De la même façon que certains se voient un peu moins maintenant intervenir en présentiel et beaucoup plus en visio parce que c'est plus simple. Je trouve que le Covid dans les accueils de loisirs, enfin en tout cas le protocole adapté au Covid a aussi apporté des choses qu'on va pouvoir retenir, notamment le fait de faire beaucoup de petits groupes. Je sais qu'avant, nous, on fonctionnait beaucoup avec les enfants qui circulaient partout et ainsi de suite. Et le fait de faire des espaces, de créer des espaces où ils circulent librement, mais où le groupe est restreint, ça a aussi permis d'apporter des choses qui finalement, qu'on va pouvoir garder pour la suite. Donc voilà, je me dis que il ne faut pas se dire que ça ne marchera pas puisqu'il y a le Covid ou on trouve toujours en tout cas des contraintes. Là, pour le moment, c'est ça. Ça peut être des contraintes qui sont liées aux locaux, ça peut être des contraintes qui sont liées à l'équipe. Mais je pense que si on prend en compte ces contraintes et qu'on essaye à chaque fois de trouver l'aménagement des contraintes qu'on peut faire, on arrive à mettre en place des choses et à sortir des problèmes qu'on peut rencontrer. J'aimerais pouvoir poser une autre question. Je me demandais si ça avait changé le regard des enseignants de l'éducation nationale, les relations que vous avez avec l'éducation nationale ou pas. Ou... Vous posez la question à qui exactement? À vous, par exemple, aux personnes qui l'ont pratiqué, qui pratiquent.
Moi, je serais tentée de vous répondre que tout dépend dans quel contexte ça a été fait, comment, avec qui, avec quel public. Je pense qu'on ne peut pas te donner de réponse parce que sinon, ce serait faire de ces projets-là une vérité générale et ce n'est pas le cas. Donc, en fait, ça dépend vraiment comment chacun va l'accompagner. Je pense qu'à partir du moment où on prend une posture d'écoute, une posture où on est là pour faciliter le travail de chacun, forcément, on va réussir à fédérer autour de nous, mobiliser des personnes, que ce soit des enseignants, des administrateurs, des bénévoles, des animateurs, des enfants. Il faut juste se dire que quand on voit un obstacle, on en parle avec son équipe. Si vous avez la chance de travailler en centre social, effectivement, vous avez les référents famille qui sont un bon coup de main sur ces questions-là, les coordinateurs du classe également, qui ont d'autres relations avec les personnes et qui peuvent souvent donner des idées, des astuces, vous accompagner. Mais je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Par contre, si quelqu'un veut peut-être ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Non? Bon, apparemment non. Du coup, moi, de l'expérience que j'en ai au niveau de mon centre socioculturel, on intervient dans plusieurs communes, soit pour des classes ou des périscolaires ou simplement sur le temps des tâches. Je dirais que ça dépend beaucoup en fait des personnes qui sont sur le terrain et de leur personnalité et de leur intérêt. Et en fait, c'est vrai que souvent, quand on construit avec les gens, ça aide justement à les emmener et à aller tous dans le même sens. Et parfois, simplement, les gens ne sont pas intéressés par ce type de projet. Et à ce moment-là, voilà, il faut faire avec ou sans. L'acceptation. Bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir passé ces 2 heures avec nous. Il est 7 heures, on va pouvoir tous partir en week-end ou sur les périscolaires. Du coup, pour rappel, ça nous ferait très plaisir que vous nous laissiez une phrase ou deux dans le chat pour nous dire un petit peu comment vous avez vécu l'atelier. Et nous, de notre côté, on s'engage à vous envoyer les fleurs, les phrases du chat qu'on aura remodelées et également à vous partager par mail le document qui avait été créé suite à l'expérimentation d'Ozon, puisque en 2016, il y a eu les temps de préparation, en 2017, l'expérimentation, et ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé l'essaimage. Et donc, pour l'essaimage, il y a eu un groupe de directeurs qui s'est formé pour pouvoir aller former d'autres équipes dans d'autres centres sociaux. Et il y a également eu un document qui a été créé sur Internet, qui est accessible à tout le monde, qu'on vous enverra par mail, avec différents items sur comment accompagner son équipe, comment emmener les administrateurs dans ce type de projet, comment très concrètement aménager l'espace pour encourager ces choses-là. Et donc, voilà, l'idée de ce document, c'était de pouvoir, c'est quelque chose qui est encore en construction, qu'on fait avec le groupe de directeurs, mais il y a déjà des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour essayer de lancer ce genre de dynamique ou de l'encourager en tout cas. Ok. Et ben, du coup, je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end à tous. Merci. À vous aussi. Et puis, peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Merci. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Bon week-end, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à Bon vous. week-end. Bon week-end.
À l'année prochaine. Allez.